tout le monde n'a pas les capacités de faire des simulations, de faire des entraînements. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée quand même que de faire cette collaboration un peu interdépartementale dans ces circonstances. S'il n'y a pas d'autres questions, alors on va passer à la thématique plus récente, c'est-à-dire des formations en fait pendant la crise et qui ont donc toutes leurs particularités parce qu'elles ont un impact immédiat sur le soin donc, des patients et notamment dans les services de réanimation. Donc on va passer la parole au docteur Benjamin Clouzot et à madame Sabina Valera des services de réanimation donc, du CHU de Bordeaux qui vont parler des formations aux risques épidémiques et biologiques. Comment nous ont-elles préparés donc, à faire face à la Covid-19 ? Merci. Alors bonjour, merci tout d'abord aux organisateurs pour cette invitation. C'est une grande première pour moi, le congrès de l'ANSESU. C'est très enrichissant aussi d'entendre tout ce retour d'expérience que vous faites et pour moi, vous verrez, c'est aussi très intéressant de voir vraiment le montage et l'organisation de tout ce que vous proposez ensuite comme outil pédagogique et formation. Donc en fait, ce que nous allons vous proposer avec le docteur Clouzot, c'est un regard croisé de nos expériences respectives durant le Covid. Alors dans le titre, normalement, on aurait dû mettre le REB, hein, bien sûr. C'est est-ce que finalement, d'avoir été formé au REB, ça a pu aider ? Est-ce qu'on était prêt finalement ? Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer un petit peu, en tout cas, le niveau d'engagement de nos deux services. Merci. Il me revient la lourde tâche de débuter. Alors, est-ce qu'on était prêt ? D'abord, vous connaissez peut-être Bordeaux, on l'appelait la Belle Endormie. Il y a des beaux paysages, des beaux bâtiments, de l'alcool un peu enivrant. Donc, on n'était pas vraiment prêt, il faut être très, très honnête. Et je pense qu'on n'était pas les seuls en France à ne pas être prêts. Alors, pourtant, le risque B, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une menace qui est ancienne, qui est récurrente. J'ai mis un petit clin d'œil à ma collègue marseillaise. Déjà au XVIIIe siècle, il y a eu quelques alertes. Plus récemment, on est confronté à des crises sanitaires, à peu près une tous les 5 ans. Et nous, sur Bordeaux, à chaque fois, le service MIR, c'est le nouveau nom de réanimation médicale, mais c'est la même chose, a été impacté par ces différentes crises, le SARS, le MERS, le Ebola, le Lassa, etc. On a été impacté parce qu'on a accueilli des patients, on a accueilli des suspicions pour des levées de doute, mais qui nécessitent la même mise en œuvre, les mêmes procédures lourdes et chronophages. On a accueilli beaucoup de Rapassan parce qu'on a une filière un peu directe avec, pour d'autres raisons, avec ces pays-là. Et cette récurrence nous a rendu impératif la mise en place d'une organisation adaptée à la gestion de ces risques B. La prise de conscience dans l'équipe, elle est en gros 2000-2003. Avant, c'était du bricolage, il faut être très honnête. 2000-2003, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On a essayé de réfléchir et on a trouvé des points communs à toutes ces menaces qui revenaient régulièrement. Tout d'abord, on a mis en avant, on a souligné que c'était des menaces qui mettaient en jeu un risque pour les équipes. Un risque parfois vital. Beaucoup d'entre nous et moi-même, on a été mis en quarantaine pour avoir accueilli inopinément des patients suspects de fièvre hémorragique. Et puis, c'est un risque qui ne peut que se gérer qu'à plusieurs niveaux, qui nécessite une prise en charge globale. Globalement, il y a 4 axes incontournables quand on veut se préparer à un risque B dans un service. C'est la rédaction de procédures. Il faut se mettre autour d'une table et réfléchir à tout ce que nécessite la prise en charge du patient. Vous allez voir que ça va assez loin dans la prise en charge. Il faut ensuite réussir à former les équipes en interne, maintenir ses compétences, et ça c'est compliqué, et c'est là où on fait souvent appel au CESU pour nous aider à maintenir ses compétences. Et puis il faut s'adapter à l'évolution de la menace et à l'évolution des prises en charge des patients. À titre d'exemple, au départ, on disait un malade Ebola, on ne l'hémofiltrera pas. Puis quelques années plus tard, un peu plus à l'aise, on s'est lancé dans l'épuration de ces patients-là. Ces 4 angles de travaux, il faut les mener bien sûr dans le service. Ça, c'est la responsabilité des médecins de l'équipe. En préhospitalier, parce que nos collègues du SAMU sont directement impliqués dans la prise en charge de ces patients. Et puis dans tous les services connexes de l'hôpital, amenés à prendre en charge ce malade. Que ce soit les laboratoires, qui vont recevoir des échantillons hautement contagieux, la radiologie, parce que ces patients-là doivent pouvoir bénéficier des mêmes standards de soins, donc la radiologie, le bloc opératoire. Et donc il faut mettre des procédures, déployer des procédures sur l'ensemble de ces services connexes. Et puis bien sûr, on travaille avec les services d'aval, la maladie infectieuse, beaucoup, pour qu'ils puissent prendre le relais de ces patients quand ils n'ont plus besoin de soins de réanimation. Notre point de départ, donc, dans le risque B, ça a été l'expérience des fièvres virales hémorragiques.
Ebola, Lassa. On a créé pour ça, au départ, on est parti d'un petit noyau de référents en interne, médico-paramédicaux, et on a écrit des procédures pratiques qui ont intégré l'ensemble des process, jusqu'à la gestion des effluents, gestion des corps. On a listé tout ça. Et puis on s'est rendu compte que l'arrivée de ces malades, c'était toujours le vendredi soir à 18h. Et donc ça mettait un bazar pas possible dans le service. Et qu'il nous fallait avoir des kits dédiés prêts à être déployés. Donc on a des armoires prêtes à être déployées et qui permettent en quelques minutes, si le malade est arrivé via les urgences, de déployer ça. On a formé plus de 150 agents initialement, de toute fonction, afin de pouvoir fonctionner H24, le temps de la levée de doute, qui était parfois de plusieurs jours. Et puis des médecins, alors c'est des médecins seniors chez nous qui assurent ce genre de mission, les juniors et les chefs de clinique n'y participent pas. Et puis on a simulé des procédures, de l'habillage, du déshabillage, du geste, des prélèvements, des simulations in situ pour tester nos process. Et puis, ces malades, il faut les soigner. Le CHU n'était pas en capacité à l'époque de techniquer, et n'est toujours pas en capacité de techniquer la nuit et le week-end des examens hautement contagieux, même pour avoir une simple biologie. Donc c'était compliqué. Donc on a développé des techniques de biologie délocalisée sous tente, qu'on fait dans la chambre du malade. Et puis on a essayé de maintenir ses compétences. Et ça, c'est compliqué. Et on se rend compte en fait qu'à l'usage, on a eu une alerte il y a quelques semaines de ça, même si les compétences s'émoussent avec le temps, ce qui est normal, le fait d'avoir des procédures, ça permet de les réactiver facilement et de repartir et de réembrayer. Et ça, c'est vraiment fondamental. On s'est aussi appuyé sur un groupe institutionnel, parce que vous avez compris qu'il fallait élargir le champ, ça ne peut pas rester un problème de service. La DQGR nous a beaucoup aidés, tout un groupe de médecins paramédicaux motivés, le SAMU, les médecins du labo, le CESU bien sûr, et tout le monde a essayé de coordonner l'ensemble du parcours patient, de la régulation à la prise en charge, de la sécurisation du circuit d'admission. On a essayé de trouver des moyens d'upgrader notre laboratoire, qui maintenant peut fonctionner en heure ouvrable, en P3. On a sécurisé les procédures d'envoi des prélèvements diagnostiques au CNR. C'était une vraie problématique initialement. Et puis on a fait des simulations intégrantes, je vous en montrerai quelques exemples. Et on a défini des procédures d'admission non programmée. Qu'est-ce qui se passe si on a une mission aux urgences gynécologiques ou en pédiatrie ou aux urgences en bas? Le CESU a une part fondamentale dedans parce qu'ils ont participé initialement à la formation essentiellement dans les services d'aval ou les services susceptibles d'accueillir de façon inopinée. Et maintenant, ils ont un rôle majeur dans la diffusion et le maintien des compétences autour d'un petit groupe de référents qu'on essaye de maintenir à flot, une trentaine d'agents qui ont une formation un peu plus poussée et qu'on essaye de maintenir up-to-date et qui est en charge de faire de la formation en interne dans les différents services où ils sont. Bon, alors je vous ai dit, on a fait de la simulation, on n'est pas des professionnels, on n'a pas vos compétences, donc nous on a fait notre petite sauce à nous, on a sollicité nos collègues du SAMU, et puis on s'est donné rendez-vous sur mon canapé pour un exercice de simulation intégrée comprenant la prise en charge d'une suspicion d'Ebola du domicile jusqu'à l'hôpital. Ça a relevé plein de questions, plein de problématiques, à titre de clin d'œil. Quid de la gestion d'un cas contact? C'était une vraie problématique, personne n'avait la réponse. Voilà, le malade, il faut le transporter. Au départ, on n'avait pas de chariot-bulle, puis finalement, on s'est équipé d'un chariot-bulle. Donc on a progressé, on a mieux défini le circuit patient, on a un accueil en réa qui est maintenant complètement fluide, nos collègues du SAMU pourront en témoigner, et qui permet d'accueillir ces malades-là de façon sereine. Et puis nous, en interne, il a fallu continuer de nous questionner sur l'ensemble des procédures et des gestes techniques que l'on réalise en réanimation sur ces patients-là. Tout bêtement, comment est-ce qu'on ausculte un patient avec une combinaison? C'est tout bête, mais quand on intube un malade et qu'on a une combinaison sur la tête, il faut pouvoir l'ausculter. Comment est-ce qu'on réalise un geste en stérile dans ces conditions, alors qu'on a déjà une surcombinaison? Tout ça, ça se planifie, ça se prépare, et puis ça s'exerce. Et puis de non préparé, on est passé à un peu plus préparé, avec des procédures, un peu d'expérience, des petits bouts d'expertise par-ci par-là, mais surtout une confiance d'équipe face aux risques bactériologiques. Et ça, c'est la clé. On a réussi à installer un climat de confiance. Les équipes ont confiance dans les procédures qu'on a mises en place. Et ça a été une clé fondamentale de la gestion de la crise SARS-CoV-2. Cette confiance, elle a été très fortement ébranlée parce que fin décembre 2019, on a vu apparaître à l'autre bout de la planète, vous l'avez vécu avec nous tous, un virus, on ne savait pas, mode de transmission incertain, létalité incertaine, information totalement parcellaire. On voyait pousser des hôpitaux en urgence à l'autre bout du monde pour prendre en charge des malades dans des conditions lourdes. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir sur Bordeaux parce que dès le début janvier, 24 janvier, on a eu le premier malade européen arrivé dans le service. Donc il nous a fallu faire ce qu'on a pu. Et donc en urgence, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué ce qu'on avait prévu pour les fièvres virales hémorragiques.
face à l'incertitude, on a voulu garder absolument la confiance des équipes et on a gardé ça comme impératif, safety first. Et donc, on a déroulé ce que les équipes savaient faire pour accueillir ces premiers malades. Et puis progressivement, mais très rapidement, une fois la connaissance du virus un peu mieux maîtrisée, une fois des notions sur les modes de contamination, etc., on a allégé ces procédures. Donc on a eu une évolution des procédures quasi hebdomadaire pour alléger. Et maintenant, on a un isolement et un habillage qui est identique à celui d'une grippe pour un malade Covid, sauf pour les gestes de proximité, où on a une protection un peu plus importante, mais c'est tout. Là, c'est une phase un peu intermédiaire sur la photo, c'était à mi-chemin entre du Ebola et ce qu'on fait maintenant. Heureusement qu'on a pu faire ça parce qu'on a eu affaire à un afflux massif, comme ma collègue probablement à Marseille, un afflux massif. Je vous rappelle, à titre d'exemple, il y avait plus de 7000 malades en réanimation, alors qu'il y a 3000 places de réanimation en France, qui ne sont pas vides, je vous assure, on n'attend pas les malades. Et il a fallu donc apprendre à gérer ce flux massif de patients. Il a fallu multiplier les lits, upgrader des structures de soins continus en réanimation, former des personnels en urgence pour les réa éphémères, accueillir des Evassan en masse, une photo d'une évacuation sanitaire par TGV, et puis par la suite, aller renforcer en Outre-mer. Et tout ça dans la durée, parce que les vagues se sont enchaînées les unes derrière les autres. Et ça a été pour nous un exercice permanent d'équilibre, trouver un équilibre. Alors localement, l'équilibre, on l'a trouvé en s'appuyant sur deux piliers. D'un côté, une cellule de crise régionale qu'on a mis en place très vite avec l'ensemble des réanimations impliqués dans la prise en charge de ces malades-là de la Nouvelle-Aquitaine. On faisait des visios quotidiennes, avec qui on a pu partager des expériences, échanger des procédures, avoir des protocoles communs de soins. Et on a animé ce réseau qui a très très bien fonctionné, qui a permis de réguler les flux des Evassan, d'orienter les malades qui arrivaient en TGV à Bordeaux et d'en répartir dans les différents services. Et grâce à cette cellule de crise régionale, on n'a jamais été tous submergés, jamais personne n'était totalement submergé dans son coin, parce qu'il a toujours plu faire passer le surplus un peu chez les copains. Bien sûr, le rôle de la cellule de crise locale, je pense que vous avez connu ça dans vos hôpitaux, quotidiennement, l'ensemble de la direction, l'ensemble des personnes impliquées, était là pour la régulation des flux, la gestion de la pénurie de matériel et de médicaments, et puis la gestion des renforts médicaux, parce que les renforts médicaux, il a bien fallu les former, les accueillir, les orienter. La grosse difficulté de tout ça, pour nous, c'est de tenir dans la durée. Alors, on a un peu d'habitude à Bordeaux, mais tenir dans la durée, c'est le vrai problème. Donc, à Bordeaux, notre équipe avait bien quelques atouts pour affronter la crise. La culture du risque B, on l'avait intégrée, et on a pu s'asseoir dessus, et on a pu dérouler avec le maximum de sérénité l'accueil de ces premiers patients à la phase toute aiguë. Pour la formation des procédures, on ne partait pas de zéro. Donc c'est plus facile de désescalader les procédures plutôt que de créer en catastrophe des procédures. Ces procédures, elles ont été éprouvées et dans le temps, elles ont été perçues avec confiance par nos personnels car on n'a eu aucun cas contact dans le service Covid. Je tiens à le souligner parce que je trouve que ça prouve que les mesures ont été bien appliquées. Et puis, on a pu encore une fois tester la plasticité de nos équipes, qui, moi, me fascine toujours absolument. Plasticité qu'on a toujours essayé de définir dans un cadre rassurant. C'est-à-dire, on disait, voilà, cette semaine, on fait ça. Comprenez bien que ça va évoluer, mais cette semaine, c'est comme ça. Et le cadre, on le définit, et il est comme ça, et on fonctionne dans ce cadre. Maintenant, les choses sont plus stabilisées, on est dans une routine. La routine, c'est pas bon, parce que c'est usant. Mais on a réussi à passer le gros de la vague en s'appuyant sur ce qu'on avait un peu appris avant. Bon, c'est un tonneau sans fin, la formation, c'est un tonneau sans fin, le maintien des compétences. On remplit, ça se vide aussi vite. On a un taux de rotation de personnel important, donc il faut recommencer. Je vais laisser la place à ma collègue qui, elle, va vous raconter sa vision, son expérience marseillaise. Oui, alors du coup... Du coup, j'aurais peut-être dû passer avant parce que du coup, c'est pas du tout la même expérience, vous verrez. Donc oui, alors nous, Marseille, on n'est pas des endormis, vous le savez. Hein. On est même plutôt très bien réveillés. Et pourtant, est-ce qu'on était prêts ? Nous non plus, pas vraiment, et même pas du tout.
J'ai beau exercer dans un service qui s'appelle la réanimation des détresses respiratoires et des infections sévères. Historiquement, on était complètement connecté avec le service de médecine infectieuse à Vancouver, l'IHU. Et bien, malgré tout, on a encore l'infrastructure, on a des jolies portes avec des sas, mais vous allez voir qu'on n'était pas prêt. Alors notre chance quand même, ça a été d'avoir une réelle collaboration nationale parce qu'on a vraiment échangé beaucoup avec ceux qui vivaient cette première vague avant nous, à savoir les villes de l'Est, notamment Mulhouse, et puis la Pitié-Salpêtrière ou les autres hôpitaux de Paris. Donc on avait vraiment des contacts quasi quotidiens avec eux, qui nous ont permis quand même d'organiser un petit peu les choses, puisque nous, on a connu la première vague à peu près avec 3 semaines de retard sur ces zones-là. Donc ça a été un point assez favorable. La montée en puissance des lits de soins critiques, ça a été passé de 5 000 lits à 10 200. Et donc, un lit de soins critiques, c'est bien beau. Il y a le lit, il y a tout ce qui va avec, il y a l'équipement. Vous le savez, la première vague, on n'avait pas les équipements non plus. Mais surtout, on n'avait pas les soignants. Et donc, on a eu, en plus de l'afflux massif de malades, on a eu affaire aussi à un afflux massif de soignants et sans lesquels, bien sûr, on n'aurait pas du tout pu faire face à cette vague-là. Et donc, ça a été vraiment quelque chose qui était nouveau pour nous, de recevoir tous ces soignants à la fois, sans expérience particulière de réanimation. Et du coup, on a essayé de faire un point assez rapidement pour voir dans le service, finalement, de quelles ressources on disposait en termes de compétences, notamment REB. Et finalement, on s'est rendu compte que pas beaucoup, parce qu'on n'avait aucun de nos personnels médicaux qui avait suivi une formation spécifiquement REB. Et sur les paramédicaux, il y en avait 3, mais c'était du NRBC, c'était l'ancienne version. Et puis finalement, on était comme tout le monde, on avait peur. Alors les gens qui travaillaient dans le service de base, moins, parce que même si on n'était pas formé, on a quand même fait partie des gens, vu qu'on a des box isolées en pression négative, qui ont reçu les suspicions d'Ebola ou des choses comme ça. Mais ces gens-là, le turnover étant très très important, finalement, il n'y en avait plus beaucoup. Et donc, on a reçu tout ce personnel jeune venant d'autres services, certains même venant de l'extérieur, en fait, se présentant spontanément pour venir aider, comme vous l'avez tous connu, je pense, dans vos unités lors de la première vague. Et puis, il y avait cette frayeur de comment on va s'habiller, comment on a mis des sas en plastique. Et en fait, on a observé, bien entendu, tout à fait la même chose qu'à Bordeaux, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, bien sûr, on travaille avec un isolement de type grippe, mais à l'époque, c'était bien pire. Donc il y avait en plus tout ce qui se disait, tout le vrai, ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas, ce qu'on supposait, et donc un niveau de stress et d'angoisse qui était énorme. Et ça, il fallait que nos infirmiers, on va dire natifs de la réanimation, arrivent à le prendre en charge, en plus du fait de former leurs collègues jeunes. Donc dans l'unité dans laquelle je travaille, on a la chance d'avoir 5 infirmiers, entre guillemets, experts. Il y a 2 IAD et 3 infirmiers de formation classique qui sont des gens très anciens dans le service, dont je fais partie. Et nous sommes détachés de l'effectif de soins pour pouvoir assurer toute l'année, comme ça, l'encadrement, que ce soit technique, mais surtout l'encadrement de formation. Donc, on nous a demandé de participer tout de suite aux réunions quotidiennes qui se passaient le matin pour pouvoir aussi actualiser en permanence la mise en place de la formation du jour. Et donc, on avait le matin une file de gens qui arrivaient en blouse blanche avec pas les mêmes horaires, pas les mêmes formations. C'était assez hétéroclite. Et ça a été vraiment une pression supplémentaire énorme sur les soignants du service. Donc, il a fallu... On a reçu donc du personnel venant de tous horizons. Mais finalement, la réa, c'était bien beau de se dire, si, ça y est, on a tous les lits, et puis on a même toutes les personnes dans les cases pour s'occuper de ces lits. Mais bon, l'environnement de la réa, il est hyper technique, et sans formation, c'est pas possible, en fait. Donc bon, on a fait les médias se sont largement épanchés là-dessus, mais c'est vrai que c'était quelque chose de primordial dans cette première vague. On a eu affaire aussi à quelque chose qu'on a moins l'habitude de faire. Alors nous, on est référent pour la circulation extracorporelle dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë, on est référents régionaux, donc on a l'habitude de transférer un petit peu des patients, notamment de Corse. Mais là, il a fallu, on a fait partie des équipes qui ont été chercher les patients en Corse avec le porte-avions. On a fait partie des équipes qui ont accueilli, les TGV aussi. Et puis après, on a eu nos patients à nous qui sont partis aussi. Donc tout ça, ça a rajouté une charge de travail avec des soins non habituels pour personne dans l'équipe. Et donc, ça a été compliqué aussi. Voilà, et donc ça, c'était un petit clin d'œil pour dire, on a vu notre réa, qui est plutôt une réa ouverte, se fermer. Alors, on a ouvert large nos portes pour accueillir plus de 70 personnels renforts.
mais on a refermé les portes par rapport aux proches et aux familles. Comme tout le monde, on a mis en place des fiches d'isolement. Donc vous voyez, c'est le genre d'outil qu'on a fabriqué, de quelque chose qui soit assez simple à afficher, mais aussi à pouvoir identifier rapidement. Je rentre dans le box, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je ne mets pas. Bon, ben, à ce jour, on en a la version 34 de la fiche. Et donc, on se dit que sûrement, si on avait été un peu plus préparé, on aurait pu aller plus vite et moins se perdre dans les allers-retours. Comment accompagner la montée en compétences des soignants? Parce que finalement, la vraie question, c'est ça. On accueille du nouveau personnel, ils sont nombreux, ils sont jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Ceux qui sont en poste ont plus ou moins d'expérience. On a quand même une partie de la réanimation qui a 2 ans d'ancienneté maximum. Définir une stratégie de tutorat qui soit rapide, et ça c'est un vrai challenge, parce que la réanimation avec toute sa complexité, si on parle maintenant de vouloir faire émerger la notion de métier d'infirmier de réanimation, c'est bien pour cela, parce qu'il y a vraiment une spécificité, une montée en compétences qui est nécessaire. Poursuivre la formation continue des agents déjà formés, avec tous les problèmes organisationnels que cela fait encourir, c'est-à-dire que comment on fait pour continuer à expliquer à ceux qui sont là que depuis 6 mois les choses, et puis finalement, eux, ils doivent déjà former des nouveaux. Créer des outils pédagogiques qui soient intuitifs, simples et complets, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire, c'est quelque chose que vous savez super bien faire. Et donc, on est dans une situation complètement dégradée. Résultat, on a eu aucune fidélisation des personnels. Donc là, on va attaquer, enfin peut-être, je le crois, la 5e vague. Et on a encore du nouveau personnel qui arrive, malgré les... Donc maintenant, je crois qu'on est à plus de 120 personnes nouvellement formées qui sont reparties. Il y a un syndrome d'épuisement professionnel qui est important pour les gens en place, natifs de l'AREA, ou pour ceux qui sont venus nous aider. On a fait une petite étude sur une semaine pendant la première vague où on a fait remplir des questionnaires aux agents, et on se rend compte que finalement, même des gens très expérimentés, du bloc, de l'anesthésie, alors un peu moins de l'anesthésie parce que vraiment, on a beaucoup de pratiques communes, eh bien, même s'ils avaient 15 ans de diplôme par rapport à ceux qui avaient 2 ans de diplôme dans le service mais qui étaient formés aux procédures de service, leur niveau de qualité de vie, notamment mentale, était bien moins bon, et leur niveau d'épuisement professionnel bien plus important. Les formations raccourcies, avec pas d'accès à la simulation, alors qu'en général, nous, quand on forme à l'AREA, déjà, on a la chance d'avoir ce qui est recommandé par les sociétés savantes, à savoir 8 semaines de formation d'adaptation à l'emploi, dans lequel sont inclus 5 jours au CESU. Eh bien là, on n'avait pas tout ça, on n'avait plus accès à la simulation, et pour nous, c'est vraiment un point fort. Donc le CESU, on n'y avait pas accès puisque tout était fermé. La qualité des soins a été vraiment dégradée et les erreurs ont été plus nombreuses. On a eu un grand nombre de RMM parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On a pu dire pendant des mois « non, franchement, ça va, non, franchement, ça va ». Et oui, ça va en effet. On a pris en charge plus de 500 cas de Covid, les plus graves de la région en général, puisqu'on bénéficiait de cet équipement qu'est l'ECMO. Mais on a élargi notre équipe. Et pour autant, on a fait une procédure dégradée, avec des soins dégradés. Et donc maintenant, ce qu'on ne veut pas, surtout, c'est rester dans cette procédure-là et rester avec un niveau de soins qui ne nous convient pas. Donc on est en train de remonter le niveau petit à petit. Ce qui a été fort, par contre, c'était de voir cette grosse équipe et cette mobilisation. Tout le monde était là pour aider, tout le monde était volontaire. Et ce qui était pour nous quelque chose de complètement fou, c'est de voir les équipes de chirurgie qui, du coup, les blocs étant fermés faute de lit d'aval, qui venaient tous les matins et tous les après-midi. Donc, on avait tous les chefs de service de neurochir, de thoracique ou quoi, qui arrivaient. Et c'était la DV Team. Donc, c'était marrant de voir tout le monde venir tourner les patients. Parce que finalement, comme vous le savez sûrement, la prise en charge de ces patients-là, c'est beaucoup de décubitus ventral. Et donc, quand vous avez 15 ou 20 personnes à retourner 2 fois dans la journée, forcément, ça demande des bras. Après, on s'est demandé quand même comment est-ce qu'on pourrait accompagner la montée en compétences. Donc, nous, ce qu'on s'est mis comme mission pendant cette période-là et qu'on continue à faire, c'est d'assurer une veille biblio avec un médecin, donc un médecin et un paramédical, pour essayer de voir ce qui se fait ailleurs. En plus, je mets veille biblio, mais c'était aussi beaucoup aller voir les webinars, les sociétés savantes, ce qu'ils recommandaient, etc. Trouver des ressources extérieures, je vais venir juste après là-dessus, et puis travailler la cohésion d'équipe avec cette équipe qui était tellement mouvante et pleine d'éléments qui entraient et qui en sortaient. Donc, en cherchant, bien sûr, on a trouvé la coordination opérationnelle du risque épidémique et biologique. Mais vous voyez, avant ça, c'est quelque chose, on avait peut-être entendu un peu le nom, mais on ne faisait pas du tout, on n'était pas du tout le doigt sur ce que ce type d'organisme pouvait nous apporter. Et en fait, on a été les rencontrer, le médecin responsable REP dans notre région.
Et puis on a été sur leur site, et puis on a vu les formations, et puis on a vu qu'ils faisaient des choses en commun avec le CESU, et donc on s'est dit que c'était sûrement des choses très intéressantes pour nous, même si, bien entendu, ça ne parlait pas spécifiquement de la prise en charge des patients en réanimation, mais au moins pour faire appréhender aux nouveaux venus la gestion d'un patient Covid, il y avait des outils. Donc il y a un réseau qui va avec cette mission, et donc avec des établissements de santé de référence qui sont par région, comme vous le voyez. Et donc se former aux situations sanitaires exceptionnelles, on en a parlé cet après-midi. Donc bien sûr, c'est les CESU qui gèrent la FGSU 1, 2, et puis depuis un peu plus de quelques années maintenant, la FGSU SSE. Depuis 2019, elle s'est développée, et on a rajouté donc les modules 10 et 11 qui sont vraiment en rapport avec le risque épidémique et biologique. Et donc 12 annexes pour cette formation, avec l'annexe 12 qui a été rajoutée cette année, donc, et qui est en fait le soin de réanimation en situation sanitaire exceptionnelle, notamment épidémique. Et ça, vraiment, on a trouvé que c'était un point fort, parce qu'enfin, on allait avoir des gens, vous, les professionnels de la pédagogie, qui allaient sûrement travailler avec nous, les experts de la réanimation et du terrain, pour pouvoir déployer ces formations. Alors après, on ne va pas revenir sur le format que nous propose le ministère de 14 heures. Ça semble complètement illusoire de former des gens à la réanimation en 14 heures. Mais bon, c'est déjà un premier pas vers cette formation-là. Alors après, il y a les supports en ligne. On a été, nous, à la Fédération, abordés par la DGOS pour finalement créer des supports. Vous le voyez, c'est sur cette plateforme-là, la plateforme Repère Covid. Mais finalement, ce qui était assez impressionnant, c'est que tout le monde a fait des supports. Donc les unités ont fait leurs propres supports. Si vous cherchez sur YouTube des tutos, des choses comme ça, il y en a plein. Les sociétés savantes ont proposé leurs supports aussi de prise en charge. Finalement, nous, on a rassemblé ces supports-là dans la formation Repère Covid. Bref, il y a trop de choses. Les industriels ont proposé de la formation aussi. Et je pense que vraiment, c'est toute la place là des CESU d'arriver à réunir un peu tout le monde là pour qu'on puisse tous s'adresser à une formation qui semblerait toujours assez être homogène, en fait, finalement, pour qu'on sache que quand les gens ont suivi cette formation, on sait ce qu'ils ont appris, on sait, voilà. Et puis, ça reste toujours que des supports en ligne, donc avec les limites que ça a. Bien sûr que c'est intéressant, mais ça ne remplacera jamais une formation in situ. Ce que disent les études, on le sait, c'est que la formation, et la formation, notamment là, c'était une étude menée dans notre service en réanimation, et quelque part, c'est quand même très important parce que ça réduit le burn-out, mais ça réduit aussi le turnover et l'absentéisme. Et ça, dans l'état actuel des choses, on se rend bien compte que c'est une pierre angulaire de ce qui se passe actuellement dans les services de réanimation. Si on sort de la réanimation et qu'on étend un peu notre champ, il y a des études encore plus importantes, comme celle-là de Linda Aiken, qui a repris sur plus de 400 000 patients hospitalisés, plus de 25 000 infirmiers. Et finalement, on se rend compte que plus les infirmiers sont formés, et bien moins les personnes vont décéder. Donc je pense que c'est vraiment important pour tous, mais je sais que ce n'est pas ici que je dois vous convaincre, parce que la formation, c'est vraiment la première chose qu'il faut vraiment développer pour la prise en soin de nos patients. Les bénéfices et les limites des formations au REB en amont d'une crise sanitaire. Dans le système actuel, je dirais que c'est peut-être... le fait d'avoir des références, c'est une chance parce qu'on peut mettre en place, comme l'a expliqué le docteur Cluzot, des protocoles, des procédures, former son équipe. Et ça, on a vu que ça a aidé quand même beaucoup. Il faut pourtant assurer le maintien des compétences. Et ça, c'est un petit peu la problématique. Il faut avoir anticipé ces situations sanitaires exceptionnelles. Et donc, c'est sûr que je pense que maintenant, tous les services ont sûrement créé leurs procédures et se sentent un peu plus prêts. En tout cas, nous, c'est le cas. Développer une communication maximum entre les acteurs. Et donc, je trouve que c'est vraiment en ça que c'est super d'être là aujourd'hui avec vous, parce que vous êtes les acteurs de la formation, nous sommes les acteurs de terrain aussi. Et si on arrivait à tous bien communiquer, ça ferait que même dans les instances au-dessus, ils arrêteraient de se tromper et de demander à 3 groupes de travailler sur la même chose, mais sans jamais se parler entre eux, parce que c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Et puis, bien sûr, une cohésion d'équipe très, très élargie. Finalement, est-ce qu'on a tiré les leçons du passé? Donc, entre la première et la deuxième vague, en tout cas dans notre service, pas du tout. Je veux dire, même dans notre institution, je dois dire, en termes de recrutement, formation, on n'a pas du tout tiré de leçons. Maintenant, je pense que si. Au bout de 4 vagues, ça y est, c'est un peu acquis. Le CESU a réouvert, on remet tout le monde en formation. Est-ce qu'il faut créer une réserve sanitaire avec une obligation de l'annexe 10 à jour? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que la création de l'annexe 12, il faut en faire profiter qui, quand, comment? Qui va tenir le fichier à jour de ces gens qui seront formés et pour les savoirs qui sont disponibles?
Il y a une importance qui a été complètement mise en lumière de la place des soins critiques, parce que finalement, on se retrouve un peu quand on décrit ces situations sanitaires exceptionnelles. Là, vous voyez, ça dure, ça fait plus de 18 mois que ça dure. On a toujours un afflux important de personnes en réanimation et à l'hôpital, bien sûr. On sait que les places de réhab, il n'y en a pas en trop en France, parce que pendant ce temps, on a mis en stand-by un petit peu tous ceux qui pouvaient peut-être attendre un petit peu. Dans ceux-là, il y en a aussi qui ne pouvaient pas attendre et qui, malheureusement, n'ont pas pu bénéficier des soins dont ils nécessitaient. Et puis, l'impact de la formation sur le turnover, la fidélisation et donc la qualité des soins. Les mots-clés, je pense qu'on les a déjà vus un petit peu avec les autres orateurs. Anticipation et formation, je pense. Communication, expertise et pédagogie. La pédagogie, c'est vous. Bien sûr que vous avez un niveau d'expertise aussi. Mais je pense que définitivement, il faut travailler main dans la main avec les gens de terrain. Et puis tout ça, pour assurer la sécurité des soins, bien sûr, pour les patients, la sécurité et le confort du patient, mais aussi la sécurité du soignant, parce qu'il faut qu'ils arrêtent de fuir l'hôpital. Merci beaucoup de cette expérience très riche. Je voudrais effectivement souligner l'importance du partenariat avec la Coreb. Et on avait organisé, dans ces yeux, si vous vous souvenez, on avait organisé 2 séminaires en partenariat. Donc c'est une expertise très riche. Et il y a des travaux qui sont en cours sur justement améliorer les équipements de protection aussi, puisqu'il y avait aussi quand même un petit sentiment d'insécurité des soignants. Et je crois qu'on peut améliorer aussi beaucoup ces équipements. Et vous avez aussi souligné la multiplicité quand même et la créativité des supports numériques partout, qui serait bon à un moment donné de colliger, de collecter et peut-être de valider. On va prendre le temps de quelques questions de la salle avant de passer la parole au docteur Céline Garnier. Gorin, pardon. Les bras se lèvent. Derrière vous, monsieur. Derrière toi, Jean-Michel. Oui, bonjour. C'est pas vraiment une question. Je voulais juste dire 2 mots au nom de la mission Coreb nationale que je représente. Je m'appelle Flavie Châtel et je suis chef de projet dans cette mission. Et donc, on remercie déjà l'ANSESU de nous avoir invités à ce congrès. Et en effet, on a beaucoup travaillé en partenariat pendant toute la crise et c'était extrêmement intéressant. Je voulais juste compléter ce qui a été dit par Madame Valera en disant qu'on a, à la demande de la DGS, on a des travaux en cours pour l'amélioration du dispositif Orsan-REB et dans lequel on a poussé évidemment beaucoup l'importance de la formation d'une part et d'autre part l'importance du travail en réseau qui est vraiment ce qui reste quand plus rien ne fonctionne par ailleurs, et ça c'est ce qui est remonté de tous les retours d'expérience qu'on a fait avec le terrain. Voilà. Et donc nous, on a une toute petite mission en nombre, puisqu'on est maximum 5 personnes qui correspondant à 3,5 ETP, même pas. Mais on travaille en relation d'un côté avec la DGS, de l'autre côté avec tous les acteurs de terrain. Et notre rôle, c'est de faire du lien entre tous les acteurs du REB sur le territoire, et en particulier les établissements de santé de référence. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On a aussi des outils qu'on a fait notamment avec l'ANSESU de formation et des diaporamas qui sont à disposition. Oui, je voudrais souligner que justement tous vos outils, tous vos diaporamas sont toujours validés et expertisés en temps réel. Hein. Donc c'est vraiment une source extrêmement précieuse pour nous. Alors bonjour, moi j'ai une question pour Madame Valera. Je suis ici, c'est le CESU 09. Ma question, c'était, vous avez parlé du manque de support. Sur quoi vous vous êtes appuyé pour mettre en place cette formation sur la première vague? Quels supports locaux, partenaires vous aviez? Est-ce que vous avez travaillé avec le Coreb, les équipes d'hygiène pour mettre en place la formation habillage, déshabillage? Voilà. Quels étaient vos partenaires locaux pour toute cette formation à tous ces nouveaux arrivants? Sur la première vague, du coup, en fait, nous, comme on fait partie donc on est l'AREA qui reçoit les infections sévères, on est très très proche de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Donc c'est avec eux que nous avons le plus travaillé. Ils étaient aussi dans nos réunions quotidiennes le matin. Et voilà. Donc c'est essentiellement eux sur la première vague qui nous ont aidés. Merci. Moi, j'ai une question pour M. Clouzot. Benjamin, est-ce que vous pouvez développer le programme de formation qui a été mis en place, notamment dans le cadre de l'annexe 12, la formation REB avec le CESU, avec Simba?
vous avez mis en place tout un cycle de formation. Oui, alors effectivement, on avait commencé avant la crise Covid à mettre en place ce cycle de formation. L'idée, c'était de former un noyau de personnel de tout profil, médicaux, aides-soignants, infirmiers, et ceci dans différents services, essentiellement en réanimation, mais aussi la médecine infectieuse, urgence, pédiatrie, afin d'avoir un pool de personnel référent. L'idée, c'était d'avoir pour eux des formations poussées, répétées, pluriannuelles. Je crois que c'était 4 séances par an de formation de maintien de compétences, et de proposer des formations plus allégées au reste du personnel, essentiellement centrées sur l'habillage et quelques procédures simples, pour voilà, que tout le monde ait un minimum de formation, mais qu'il y ait un pool de personnel qui soit plus formé que les autres. Bon, le Covid est passé par là, et donc on a refait les comptes de nos personnels restants à l'heure actuelle, ayant cette formation et cette culture. Il n'y en a plus beaucoup. Beaucoup sont partis, parce que le turnover de réanimation a continué d'avoir lieu, et voire même s'est accéléré avec le Covid. En revanche, on a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, qui n'ont pas eu ces formations, qui ont été un peu gelées pendant quasiment 2 ans. Et donc on doit repartir très vite, et j'en parlais tout à l'heure avec les collègues du CESU, sur la formation, et reprendre tout ça, parce que c'est indispensable de maintenir ses compétences dans un service comme le nôtre qui est sollicité régulièrement. Merci Benjamin. Nous allons clôturer les questions. Je voulais juste faire une petite remarque si c'était possible. Jean-Sébastien Durand, je suis médecin au SAMU et responsable SSE. Je voulais mettre un petit peu le doigt sur ce que vient de dire Benjamin. Les gens, il y a un gros turnover. Pour moi, je pense qu'on a un réel problème, c'est que les gens qui partent, on les perd, alors que ce sont des gens formés. On n'arrive pas finalement, si tous les gens qui partent gardaient la compétence, on monterait le nombre et on garderait une compétence et on serait de plus en plus nombreux à avoir cette compétence. Je trouve dommage, on n'arrive pas pour l'instant à ce que les gens qui partent, eh bien, ils sont perdus et on ne les retrouve pas, ce n'est pas un gain. Il faudrait qu'on arrive à trouver un système pour que les gens qui partent ailleurs soient au contraire une chance d'essaimer, d'exporter la compétence qu'ils ont plutôt qu'on la perde. Merci Monsieur Durand. Je vais laisser la parole au docteur. Il y a encore une question, c'est possible. Dernière question. Bonjour, CESU 76. Moi, j'ai une question pour Madame Valera sur la formation. En fait, vous nous avez dit qu'il y avait pas mal de renforts sur donc plus de 70 personnes ou peut-être même 120 après, je ne sais plus trop, et du coup qui venaient en renfort. Est-ce que sur la première vague, vous avez dit qu'ils n'ont pas du tout formé. Est-ce que ces personnels renforts sont revenus sur les autres vagues? Est-ce qu'ils ont pu être formés? Non, Comment alors, ça s'est passé en fait? On les a formés donc, sur le TAC au fur et à mesure qu'ils arrivaient, donc avec aussi pas mal de gens qui repartaient au bout d'un jour en disant ah ben non en fait c'est pas possible. Et du coup c'est ce que je voulais dire quand je dis que finalement ils ont été 120 au total, c'est parce que non ils sont pas revenus. À la fin de la première vague, il y en a qui sont partis volontairement et puis d'autres, leur contrat se terminait. Et quand on a rappelé du monde, on n'a pas rappelé les mêmes en plus. Enfin, il y a une espèce d'imbroglio de plusieurs facteurs qui fait que non, on n'a pas revu les mêmes personnes. Merci. Merci à vous. On va passer à l'orateur suivant.